tout le travail de reconstruction après avoir été confronté au diagnostic d'un cancer, c'est de pouvoir gérer cette notion de risque. Le risque de récidive, le risque de rechute, le risque de deuxième cancer, le risque... Je pense que voilà, quand on a eu ce diagnostic comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, qu'on l'a pas vu venir, c'est très difficile de restaurer une nouvelle confiance au jour le jour. Et c'est là où on est là pour accompagner les patients, essayer de leur mettre un cadre qui leur convient, pour pouvoir, justement, gérer cette notion de risque qui reste après. Le médecin donne beaucoup de chiffres, mais la patiente, c'est la patiente qui les traite, ces chiffres. C'est comme avec son ordinateur de bord, avec son émotion. On essaye de sortir du dépistage de masse où on fait la même chose pour tout le monde et on rentre dans une ère de dépistage personnalisé, basé sur ton histoire personnelle, ton histoire familiale et ton génome et ta carte génétique. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Vous êtes très nombreux à connaître Daphné, qui a eu la gentillesse de nous offrir son temps pour venir nous parler d'hormonothérapie. C'était l'épisode 4, c'était les tout débuts du podcast. Un épisode qui a marqué et aidé énormément de femmes, et il garde encore et toujours la première place au classement des écoutes. Je vous invite vraiment à l'écouter. Alors je ne peux pas vous cacher mon enthousiasme aujourd'hui, et j'aimerais vous dire que cet épisode-ci est tout aussi passionnant. Il se divise en 2 parties. Dans la première partie, nous parlerons de génétique, et finalement, je trouve que tout le monde devrait connaître ce qu'elle nous apprend aujourd'hui. La génétique nous concerne tous. Dans la deuxième partie, nous débattrons autour de la notion du risque qui nous concerne aussi tous. Le risque de rechute, le risque de développer un cancer, le risque génétique, une notion qui passionne Daphné, une notion si abstraite et subjective qui dépend tellement du vécu de la personne. Le rêve avec Daphné, c'est qu'elle explique tout de manière si imagée, humaine et agréable à écouter. Il y a parfois un tel micmac dans toutes ces histoires de prise de sang génétique que j'ai trouvé utile et passionnant aussi évidemment qu'on reprenne tout à zéro et qu'à la fin du podcast, on ait enfin tout compris. La génétique a tellement évolué ces dernières années, c'est fou. Il y a 15 ans, la question d'une éventuelle hérédité se posait après les traitements, en 4e ou 5e position. Aujourd'hui, cette question génétique interfère avec la prise en charge initiale du cancer. Nous entrons donc dans une ère de personnalisation du dépistage et du traitement. C'est fascinant. On ne pouvait pas ne pas parler de l'histoire d'Angelina Jolie qui a marqué l'ère de la génétique. Daphné nous explique ce qu'est un cancer génétique, une mutation ou un défect génétique et un test génétique. La grande question évidemment est la suivante. Pourquoi ne testons-nous pas toute la population ? Daphné y répond. Il y a la prise de sang génétique d'une part, mais quand le cancer n'est pas génétique, désolé de répéter ce mot tant de fois, je pourrais utiliser héréditaire, et qu'il y a une histoire familiale de cancer, il y a cette fameuse évaluation du risque de développer un cancer ou de rechute, et c'est là que tout devient plus abstrait et subjectif. Un 20% de développer un cancer ou avoir une rechute serait peut-être faible pour une patiente ou invivable pour une autre. La perception du risque dépend de notre passé, de notre histoire familiale, de notre tempérament, de plein de choses. Comment gérer tous ces chiffres et pourcentages ? Que fait Daphné pour aider ses patients ? En tout cas, elle n'aime pas les chiffres, mais ils sont parfois un bon point de départ pour la réflexion. Daphné met toujours le patient au centre. Elle lui pose un tas de questions et l'écoute pour pouvoir ensuite l'éclairer au mieux. Je vous invite vraiment à écouter ce podcast jusqu'au bout parce que vous en ressortirez instruit et surtout apaisé. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait toujours un bien fou d'écouter des médecins passionnés par ce qu'ils font et qui ont à cœur d'informer et d'aider au mieux leurs patients. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Daphné. Bonjour Delphine.
Merci mille fois d'avoir accepté ma deuxième invitation à venir témoigner sur le podcast Net Princesse Devenir Guerrière. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent grâce à l'épisode 4 sur l'hormonothérapie. C'était un regard doux sur l'hormonothérapie. Je sais pas si tu réalises, mais tu as aidé des milliers de femmes qui ont eu un autre regard sur l'hormonothérapie. C'était même hyper touchant parce j'ai reçu des messages de femmes qui avaient rêvé, qu'elles étaient en consultation avec toi. Ça a vraiment, tu as permis à beaucoup de femmes d'avoir ce regard plus doux, d'accepter, de comprendre, de se sentir moins seule, de se sentir entendue et comprise. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu te présentes en tant que médecin, oui, et puis ton autre casquette dont on n'a pas parlé dans l'autre podcast. Peut-être dire un petit mot sur l'hormonothérapie avant de commencer. Voilà, je te laisse parler. Alors oui, en effet, j'ai la chance d'être une deuxième fois avec toi. Il faut savoir que ce premier podcast a été aussi pour moi une belle aventure parce que voilà, pour rappel, j'ai pas mal parlé de la ménopause et de la peur que ça engendrait chez moi. Et finalement, j'ai eu beaucoup de témoignages qui m'ont dit « Non, mais tu te trompes, c'est pas du tout aussi terrible. » J'ai eu des livres, et surtout des tuyaux pour mieux gérer cette ménopause. Et donc finalement, ça a été vraiment un win-win pour moi aussi. Et donc j'ai un peu quand même évolué dans mon regard sur ce nouvel état, cette modification de l'environnement hormonal. Et donc c'était intéressant pour moi. Et puis, par rapport à ta question de la deuxième casquette, oui, donc j'ai développé à Bordeaux le secteur de l'oncogénétique, qui est un secteur où je vais peut-être en 2 mots, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Ça, j'ai eu beaucoup de chance d'être dans le flow. Parce qu'en effet, tu parlais d'oncogénétique il y a 15 ans, c'était quelque chose dont on discutait avec les patientes après en 4e, 5e, 6e ligne, entre guillemets, dans le sens 6e position. C'est-à-dire que on prenait en charge le cancer, les traitements, la chirurgie, les rayons, enfin tout ce qui était lié au cancer. Et puis seulement dans un 2e temps, mais bien après, on se posait la question d'une éventuelle hérédité. C'était surtout, ça n'a pas changé aujourd'hui, mais chez des femmes ou des hommes très jeunes, des types de cancers particuliers. Mais donc, c'était vraiment après. Donc le patient, il était souvent... Mais simplement parce qu'on ne connaissait pas, c'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui. Il y a évidemment la question du développement de l'accès à la génétique, mais surtout aussi aujourd'hui, ça interfère beaucoup dans la prise en charge initiale du cancer. Donc s'il y a de la génétique, on va te prendre en charge autrement. Alors, c'est des petites nuances, mais ça joue beaucoup. Donc, on peut te prendre en charge autrement au niveau de la chirurgie, au niveau de la chimio, au niveau des thérapies ciblées. Et donc, finalement, l'oncologue, aujourd'hui, il a très vite envie de savoir si son patient a un cancer d'origine génétique ou pas. Alors, il n'y a pas que l'oncologue, d'ailleurs. La patiente a très vite, les patientes ont vraiment envie de savoir. Mais donc, en fait, on soignait moins bien parce qu'on ne savait pas. Je pense pas qu'on soignait moins bien, mais aujourd'hui, on est dans une ère de thérapie ciblée. Et donc, on est dans une ère aussi où on parle beaucoup de tests génomiques sur tumeurs. On est dans une ère où on essaye de sortir de la chimiothérapie, qui est un traitement, comme un bulldozer, pour aller vers des thérapies plus ciblées. Et on essaie vraiment on est dans une ère de personnalisation du traitement. Et de la même manière, et on va en parler plus tard, de personnalisation du dépistage. Oui. Donc, je pense pas qu'on peut pas dire qu'on soignait moins bien. Mais on connaissait avec les moyens du bord, de l'époque, quoi. Et donc, on va commencer par une histoire qu'on connaît quand même toutes, l'histoire d'Angelina Jolie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots exactement ce qu'il en était? Bon, je pense qu'on connaît tous, mais on comprend peut-être pas tous. Enfin bon, celles qui ont eu un cancer du sein peut-être un peu plus, parce que on s'est vraiment penché là-dessus. Mais est-ce que tu penses que ça a inquiété beaucoup de femmes, ou est-ce que tu penses qu'au contraire, ça a permis de lever des tabous? Alors moi, l'histoire d'Angelina Jolie, elle a pour moi marqué l'ère de la génétique. Donc c'est sûr que évidemment, on peut pas parler génétique sans parler d'elle. J'ai commencé ma formation en 2009, donc plus ou moins un peu avant que l'histoire d'Angelina Jolie. Et donc, il faut savoir que la génétique était assez taboue, et surtout, on ne la connaissait pas encore aussi bien qu'aujourd'hui, comme tu dis. Pour reprendre ta question, il y avait 2 choses. Elle est américaine, donc elle est de l'autre côté de l'océan.
L'approche en termes de chirurgie est très différente là-bas. Et il y a 15 ans, c'était vraiment impressionnant. Donc moi, quand j'ai été formée, les femmes génétiquement prédisposées, chez qui on mettait en évidence un défect génétique qui prédispose plus au cancer du sein, si on prend l'exemple d'Angelina Jolie, mais ça peut prédisposer à d'autres cancers, eh bien, on parlait éventuellement de suivi intensif et on abordait sur la pointe des pieds l'aspect chirurgie préventive, mais vraiment, on ne le mettait pas très en avant. Et alors qu'aux États-Unis, et c'était vraiment l'époque où on disait tiens, de l'autre côté de l'océan, ils font ça de manière beaucoup plus facile, banale. Et donc c'est vrai qu'Angelina Jolie a levé le tabou sur cette chirurgie préventive qui finalement aujourd'hui on en parle au même titre qu'un suivi rapproché, c'est-à-dire qu'on en parle ouvertement et même on aborde le sujet de manière très claire et très vite et surtout de manière très rassurante. La chirurgie, c'est sûr que voilà, quand on enlève l'organe, le risque de cancer de l'organe, il est presque nul. Alors, bon, pour parler un peu des États-Unis aussi, j'imagine qu'il y a eu un peu plus d'abus. Moi, je vois simplement des copines qui avaient des seins difficiles à lire, des complications chaque année, des doutes. On leur proposait aussi d'enlever les seins alors qu'elles n'étaient pas porteuses du gène. Oui. Je pense que en Europe, on a eu cette culture de faire les choses plus progressivement, et donc on a amené les choses très progressivement, et on n'est pas encore aujourd'hui, au même niveau. En effet, tu as tout à fait raison, on ne propose pas ce genre de chirurgie. Encore aujourd'hui, ça passe en concertation multidisciplinaire, on le valide avec une équipe, une psychologue, un chirurgien plasticien, enfin, on valide. Oui, donc là, on parle d'une double ablation. Oui, par exemple. Ou même d'une simple, ou d'une simple prophylactique. ablation. Dès qu'il y a de la prévention, dès que c'est pas pour traiter, on est dans une idée de faire les choses correctement pour qu'il n'y ait pas de regrets, pour que la patiente le supporte et le gère le mieux possible. Oui. Et c'est à la demande de la patiente, de toute façon. Mais on en reparlera. J'ai juste envie qu'on fasse un petit, la génétique pour les nuls, parce que c'est passionnant, ta manière d'expliquer cette lecture du livre et tout ça. Tu vas nous expliquer un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi un cancer génétique? Est-ce qu'on peut dire héréditaire aussi? C'est quoi une mutation génétique? Et c'est quoi un test génétique? Alors, c'est très important les termes utilisés parce que il y a d'abord la première erreur, c'est de dire j'ai le gène. Alors, j'ai le gène, tout le monde a le gène, donc ça fait partie des nombreux gènes que nous avons tous. C'est des gènes qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. Et donc, c'est des gènes essentiels parce qu'au fur et à mesure de ta vie, l'ADN va s'abîmer et donc les mécanismes de réparation sont essentiels pour réparer ton ADN. C'est en permanence, en permanence. Et donc, ce qui est intéressant, le cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est une maladie du vieillissement cellulaire. Parce que plus la cellule vieillit, plus elle a du mal à se réparer. Et donc, quand on se répare moins bien, on bug et puis on arrive à un processus tumoral. Donc ça, c'est vraiment la base. Et quand tu as donné naissance... Mais donc, ça veut dire, je te coupe plusieurs fois parce que vraiment, donc en fait, ça bug tout le temps, mais on a plein de processus de réparation. Exactement. Et quand le cancer arrive, c'est que le processus de réparation n'a pas fonctionné juste à un moment précis, quoi. Exactement. Il n'a pas su réparer l'ADN et donc l'ADN, va rentrer dans un bug, va rentrer dans une prolifération incontrôlée. Okay. Et donc, mais il y a plein de mécanismes de réparation. Il y a plein de mécanismes de réparation. Il y a plein de, normalement, il y a toutes des petites armées qui arrivent. Le système immunitaire, c'est pas un système de réparation, mais il y a plein de systèmes de réparation d'ADN. Okay. Heureusement, la machine est bien faite. Si on en avait que un, c'est comme si on avait que un parachute. Tu vois. Ici, on a plein de systèmes. S'il y en a un qui est déficient, il y en a un autre qui peut interagir. Quelle machine. Oui. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, on comprend mieux pourquoi les facteurs agressifs peuvent être des facteurs de cancer. Tu vois, le soleil, le rayonnement du soleil abîme l'ADN et donc voilà, c'est comme ça que c'est un facteur de risque de cancer. De la même manière que les toxiques, le tabac, indirectement, ça abîme l'ADN. En fait. Et le plus grand facteur qui abîme l'ADN, c'est le vieillissement. C'est l'âge, en fait. Ton ADN vieillit. Et donc, il s'abîme. Et donc, c'est vraiment... Le cancer est une maladie du vieillissement cellulaire. Donc, un cancer à 80 ans, on va pas en parler ici parce que justement, on parle de génétique, mais donc, un cancer à 80 ans, c'est physiologique. C'est presque normal. Tu vois, c'est l'évolution normale du corps humain, malheureusement. C'est comme une vieille voiture, c'est comme une vieille maison. Donc, les cancers chez les jeunes, donc alors ça, c'est un peu particulier, on peut peut-être pas rentrer là-dedans. Mm-hmm. Il y a des cancers très typiques du jeune âge. Ça existe, les leucémies, cancer du testicule, il y a des cancers de la personne plus jeune. Mais donc il y a de nouveau eu un problème et probablement un manque de réparation. Alors, un test génétique et une mutation génétique. Alors l'idée, donc, si on revient donc sur l'idée qu'on n'a pas quand on parle de génétique et cancer, parfois les patients disent j'ai le gène. Non, on n'a pas le gène, on a le gène abîmé. On a une mutation génétique.
Et donc, c'est-à-dire qu'on a une... Oui, parce qu'on entend je suis porteuse du BRCA1. Voilà. Alors, c'est pas je suis porteuse du BRCA1. Tout le monde porte le BRCA1. Mais par contre, je suis porteuse d'un défect sur le gène BRCA. Et donc, quand ce gène est défectueux, on répare moins bien l'ADN, surtout au niveau de la glande mammaire, au niveau d'autres organes aussi, mais surtout au niveau de la glande mammaire. Et donc, on est plus à risque de faire des cancers à ce niveau-là, et plus jeune, du coup, puisqu'on répare moins bien l'ADN. Donc, de naissance, c'est un défect. On va parler, quand on parle de génétique, on parle de ton ADN constitutionnel, l'ADN que tu as dès ta naissance, donc dès ton embryogenèse, qui t'accompagne toute ta vie jusqu'à ta mort, qui ne change pas, et qui, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas changer. C'est vraiment On peut pas changer son ADN. Non, aujourd'hui, non. C'est vraiment les fondations de ta maison. C'est ton ADN constitutionnel. Et donc, là-dedans, on en a parlé, il n'y a pas d'ADN de référence. On a tous un ADN constitutionnel qui nous est propre, avec des milliers de défects génétiques, de variations génétiques qui nous sont propres. Et quand on a un défect génétique particulier qui touche certains gènes, comme le gène BRCA, on répare moins bien l'ADN et donc on est plus à risque de faire des cancers. Et c'est ça que nous, on va mettre en évidence. Et ce qui est très intéressant dans cet ADN, pour terminer, c'est que cet ADN-là, que tu transmets à tes enfants, que tu as reçu de tes parents et que tu transmets à tes enfants. Et ça explique du coup la notion d'hérédité, puisque tu vas transmettre tes défects génétiques. Toujours, donc une femme porteuse du BRCA va toujours le transmettre. Alors, ou la pas moitié de ton ADN, 50%, c'est pas... Il y a une erreur aussi de penser qu'on est un peu plus de maman ou un peu plus de papa. Non, c'est 50% de ton ADN vient de ton père, 50% de ton ADN vient de ta mère. Et donc peut-être que le BRCA n'est pas spécialement dans les 50% Quand de tu transmets 50% de ton ADN, et donc tu as un risque sur 2 de transmettre, si tu portes un défect génétique lié au cancer, de transmettre ce défect génétique-là. Donc c'est pas automatique. Non, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Sur une fratrie, tu peux avoir 4 enfants, tu jettes 4 fois une pièce. À chaque naissance, tu as jeté la pièce. Elle peut être tombée 4 fois du bon côté, donc tu as fait des enfants qui ne portent pas la mutation, 4 fois du mauvais côté, tous tes enfants peuvent porter la mutation, mais statistiquement, la moitié de tes enfants la porteront et la moitié de tes enfants ne la porteront pas. Mais c'est une statistique. Moi, j'ai beaucoup de familles, on a acheté la pièce, et la pièce, elle peut être parfois tombée 7 fois du mauvais côté. Tu te dis, mais c'est fou. Mais pourtant, quand tu jettes une pièce, elle peut tomber 7 fois du côté pile. Ça arrive, tu vois. Mais la statistique dit que c'est 50%. Je me souviens que tu avais expliqué l'histoire de la lecture du livre. Est-ce que tu peux juste nous expliquer? Parce que j'ai trouvé ça passionnant. Hein. Oui, alors on rentre cassés, un peu très dans quelque chose de manière très simplifiée. Mais en gros, un défect génétique, c'est donc tu as un ADN. Comme je disais, il n'y a pas d'ADN de référence, mais donc l'idée c'est qu'il y a une petite machine qui doit lire l'ADN pour fabriquer une protéine. Et donc en effet, on a des variations, on a tous des variations génétiques. Et donc je disais, si tu lis un livre et qu'il y a une faute de frappe et que si on utilise le verbe manger, on a mis accent au lieu de ER, tu sais quand même lire manger, c'est pas grave. Et donc on a plein de variations génétiques qui n'ont pas d'implication clinique, qui sont juste des fautes de frappe dans un livre. Mais par contre, il y a un problème si ton verbe manger, finalement, c'est Gemma. Alors, tu vois, tu l'as retourné, par exemple. Et donc là, tu sais plus lire, tu ne sais pas ce que veut dire le mot. Et donc, dans ton ADN, c'est la même chose. Parfois, si tu sais pas lire le mot, tu sais pas fabriquer la protéine. Oui. Et s'il te manque une protéine essentielle dans un mécanisme de réparation, tu répares moins bien l'ADN. Et donc, quelle machine. Comme un moteur de voiture, si tu as une pièce manquante essentielle, ta voiture ne va pas... Alors, maintenant, j'ai envie de dire, il y a les facteurs de risque, donc il faut essayer d'éviter au maximum, et puis il y a la génétique, on peut rien faire aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, la faute a pas de chance. Et donc, quand il y a de la génétique, en effet, aujourd'hui, on ne parle pas de thérapie génique. On va pas rentrer sur le côté du Covid, mais c'est vrai que ce fameux ARN messager dans le vaccin du Covid, ça a été l'idée qu'on avait de la thérapie génique. Non, aujourd'hui, on n'interagit pas sur notre ADN ni notre ARN qui nous est propre. Donc, est-ce que c'est je fais un step là. Est-ce que c'est l'avenir? Oui, probablement. Oui. C'est fou. Donc ça veut dire qu'on pourra changer l'ADN de quelqu'un? Oui, on pourra sans doute. Ça fait un peu peur. Alors aujourd'hui, ça me paraît complètement abstrait. Oui. Donc je pense que je ne connaîtrais pas cette avancée, mais ce serait possible, oui. Ça fait un peu peur aussi d'entendre ça, non? Oui, mais alors aujourd'hui, on fait d'autres choses. On sélectionne des embryons. Donc c'est le début c'est pas encore, on ne joue pas sur l'ADN, mais on va sélectionner un bon embryon. Donc c'est tout ce qui touche à ça est source de, ça peut faire peur, mais ça peut aussi être une forme d'avancée. Oui, tout à fait. Alors, cancer génétique. Quel est le pourcentage de cancer génétique? Est-ce que tu peux nous dire quels sont les cancers génétiques? Est-ce qu'ils sont tous génétiques ou pas? Oui, voilà, on va commencer parce que j'ai plusieurs petites questions. En fait, aujourd'hui, c'est très clair. Donc, encore une fois, ça a beaucoup évolué. Donc, avant, on parlait beaucoup du cancer du sein, du cancer du côlon,
dans la génétique. D'accord. Aujourd'hui, on dit que 5 à 10% des cancers ont une origine génétique. Alors, il faut retenir que 90 à 95% des cancers ne sont pas génétiques. Le cancer n'est pas une maladie génétique. Le cancer est une maladie avec des facteurs de risque, du vieillissement cellulaire, comme on l'a dit. Mais je trouve ça beaucoup, moi, 5 à 10%. Mais 5 à 10%, on pense que 5 à 10% de l'ensemble des cancers peuvent avoir une origine génétique. 5 à 10% des cancers du sein sont génétiques, la même chose pour le côlon, mais on pense que même des cancers qu'on ne suspecte pas, dans l'avenir, on va trouver une origine génétique à plus ou moins une grande partie des cancers. Oui. Ok, mais donc on ne sait pas encore aujourd'hui, mais là, où est-ce qu'on en est dans la génétique? Parce que ça a énormément progressé. Donc en fait, oui, donc tu dis sein, côlon, mais tout ce qui est lié au sein, il y a les ovaires, et puis du col et de l'utérus, ça peut être aussi... Oui, il faut faire très attention parce que, donc par exemple, le cancer du col, c'est un cancer où, pour moi, il y a peu de génétique. Il y aura peut-être une génétique un peu différente il y a sans doute des personnes qui sont plus sensibles, ça c'est sûr. Oui. Mais c'est par exemple typiquement une maladie liée à un virus. Oui, pourquoi le virus? Oui. Le papilloma, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit un petit peu ta cellule. Et donc, il faut qu'elle se répare. Oui. Et donc, normalement, 95% des femmes sont en contact avec l'HPV, le papillomavirus, et la majorité répare leurs défects, naturellement. Spontanément. Mais une petite proportion ne va pas bien réparer ce défect lié au virus et ça va se transformer en cancer. Donc ça, c'est pour illustrer ce qu'on disait au début. Même chose, le cancer du poumon. Majorité des cancers du poumon, c'est lié au tabac. C'est le gros facteur de risque du cancer du poumon. Il y a clairement aujourd'hui beaucoup moins de génétique. On est en train de mettre en évidence un petit peu de génétique dans ces cancers. Typiquement, une femme de 35 ans qui fait un cancer du poumon en n'étant jamais fumeuse, il y a sûrement un mécanisme génétique sous-jacent ou une sensibilité qu'on ne connaît pas encore. On est en train de Mais donc en fait, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans la recherche? Parce que on teste pas beaucoup de gènes non plus. Est-ce que dans 30 ans, on fait du mendélium beaucoup? Parce que quand on fait de la recherche. On fait de la recherche, mais quand je vois par le test génomique que moi j'ai eu, le Oncotype, c'est quoi? C'est 70 gènes. Tout à fait différent. C'est encore autre chose. Ah oui, ça c'est un test génomique. Un test sur la tumeur. C'est pas génétique. Ça c'est important pour ceux qui sont confrontés à ça. On fait dans tous les cancers aujourd'hui, on fait une carte génomique de ta tumeur. Et ça c'est pas du tout de la génétique me concernant, c'est de la génomique de tumeur, c'est pour trouver des cibles thérapeutiques. Ah oui, donc c'est encore différent. On entend gène quand même, hein, un génome. Oui. Non, mais c'est de la génomique de tumeur. On va chercher sur ta tumeur toutes les mutations génétiques de ta tumeur. Voilà, pour pouvoir cibler. Mais la base de la tumorogenèse, la base de la genèse tumorale d'une cellule, c'est d'accumuler des mutations. Mais d'accumuler des mutations extérieures. Tu vois, elle accumule des mutations et donc elle va se transformer en cancer. Alors que si tu en as déjà dès le départ, dès ta naissance, si tu as déjà des mutations dès ta naissance, ça explique pourquoi tu vas faire des cancers plus tôt et plus de cancers que quelqu'un d'autre. Et ça, c'est typiquement la génétique. Nous sommes très théoriques. Oui. Mais je trouve que c'est vachement intéressant. Pancréas, prostate, on parle aussi de génétique. Donc, en fait, voilà, j'ai juste envie que tu m'expliques. Et la prostate, c'est très intéressant parce qu'on a toujours considéré que c'était un cancer vraiment... Voilà, très classique chez l'homme, aussi classique que le sein chez la femme. Tout à fait. Et on trouve de plus en plus de génétique au niveau de la prostate. Et si on rentre dans la notion de risque, ce qui est intéressant pour les hommes qui nous écoutent, c'est que on est encore au tout début du dépistage du cancer de la prostate. Donc on est encore dans un toucher rectal et dans un dosage de PSA, ce qui est pour moi presque un peu primitif, dans le sens c'est très clinique, le toucher rectal c'est très clinique et le PSA c'est un dosage dans le sang. C'est très fiable quand même. Oui, mais bon, quand tu parles de cancer du sein, on a l'échographie mammaire, on a la mammographie, on a la résonance magnétique et donc tout ça on l'utilise en dépistage pour le cancer du sein. On ne parle pas de ces techniques-là en dépistage du cancer de la prostate. Et alors le plus intéressant, c'est la chirurgie. On va parler d'enlever les ovaires chez les femmes ou d'enlever les seins très facilement. Angelina Jolie enlever tous ses organes. Tu proposes à un homme d'enlever sa prostate. J'en ai parlé récemment. De manière préventive pour éviter un risque de cancer de la prostate. Là, on voit vraiment qu'il y a une différence immense. J'en parle parce que j'ai été vraiment très, presque choquée. Mais c'est inimaginable. J'avais une assemblée de chirurgiens. Ils m'ont regardé, mais on va pas enlever la prostate. T'imagines, on risque éventuellement, parce qu'on est dans la microchirurgie, donc c'est des risques qui existent, mais qui sont
de plus en plus mieux contrôlée. Et gentiment de l'incontinence, super. Et quand on enlève nos organes là en dessous, merci. Mais de l'impuissance aussi quand même. Alors, ok. Ça, et nous, notre libido, avec quand on est ménopausé à 40 ans, on en parle de notre, tu vois. Alors, la prostate, l'impuissance, pour les hommes qui nous écoutent, c'est de mieux en mieux contrôlé. Avec la microchirurgie, on touche de moins en moins souvent le nerf érectile. Et tu vois, et pour une femme, on va lui enlever ses ovaires à 40 ans pour prévenir un éventuel cancer de l'ovaire, exactement comme a fait Angelina Jolie. La société, je pense, sous-estime, mais bon, là, on revient sur le podcast de l'hormono, mais sous-estime l'impact pour une femme d'être ménopausée à 40 ans. Cette sécheresse vaginale, cette manque de libido, toutes ces complications. Si en plus elle a enlevé sa poitrine, Et pourquoi est-ce que chez l'homme, ce problème, alors qu'on a beaucoup de choses pour les hommes qui nous écoutent encore une fois, pour traiter ce problème quand le nerf érectile est touché, on a énormément de solutions qui sont tout aussi, pas scabreuses, mais qui sont tout aussi créatives que pour la libido des femmes. On fait des choses, très intéressantes. Ça, c'est une petite parenthèse intéressante. Et l'homme est porteur aussi du BRCA1 et 2. Il faut sortir de l'idée. J'avais jamais entendu ça. Voilà, non mais surtout. Parce que c'est breast cancer quand même que ça. Oui, mais alors il faut sortir de l'idée. Le breast cancer gene, BR breast, CA cancer, le breast cancer gene, tout le monde le porte. Tous les êtres humains le portent. Hommes, femmes, on porte tous. C'est un gène qui est essentiel dans la réparation des cellules du sein. Mais donc, les hommes ont de la glande mammaire aussi, et donc ils ont ce gène de réparation de la glande mammaire. Un cancer du sein sur sang qui est un cancer du sein de l'homme. Hein. Voilà, et si on revient à l'hérédité, 50%, donc on donne 50% de sa génétique à ses enfants. Donc les hommes peuvent transmettre le gène du cancer du sein. Alors, j'explique souvent que pour ce gène très précis, si on revient à cet exemple-là, les hommes sont plus souvent vecteurs que malades liés à ce gène. Donc ils vont être un vecteur de transmission de ce gène, mais ils vont rarement être malades à cause de ce défect génétique. Un petit peu, mais beaucoup plus rarement. Et donc parfois on a des familles où j'ai une femme de 34 ans qui va venir, elle a fait un cancer du sein, on a mis en évidence un défect génétique sur son gène BRCA1 et c'est une hérédité paternelle. Et en fait son père il a 2 frères et son grand-père et en fait c'est paternel depuis des générations et tout d'un coup ça va s'exprimer chez une fille parce qu'il y a une fille qui en aura hérité. Et est-ce que le cancer du sein sur sang, qui est un cancer du sein de l'homme, c'est souvent génétique ? Plus, on va tester d'office. C'est un critère majeur, donc c'est-à-dire un homme qui fait un cancer, moi j'aime pas trop dire un cancer du sein, un cancer de la glande mammaire. Oui. D'office, on va le tester en génétique puisque 15% des cancers du sein masculin ont une origine génétique. Ok. Plus que tu vois, alors que c'est 5 à 10% des cancers du sein féminin. Donc c'est pour ça qu'on fait d'office un test génétique chez tous les hommes qui font un cancer du sein ou de la glande mammaire. La glande mammaire. Alors, petite question super extrême. Mais bon, j'avais reçu un article de mon oncologue qui parlait, je sais plus, c'était un médecin qui disait, mais pourquoi est-ce qu'on teste pas toute la population ? Extrême, hein ? Non. Pourquoi ne testons-nous pas toute la population ? Oui. Cette question revient tout le temps. Oui. Et ça, je pense par contre que on va vivre ça de notre vivant. On va bientôt tester toute la population. Notre grand frein pour le faire aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, on ne le fait pas pour des raisons très précises. Ce n'est pas une raison de coût. Ça, il faut bien savoir, aujourd'hui, la génétique est abordable. Ce n'est pas spécialement une question d'organisation. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez envoyer un test salivaire aux États-Unis, voilà. Et il faut faire très attention aux résultats si vous faites ça, à recevoir, surtout si vous le faites à visée de santé, puisqu'on peut, donc, pour les tests génétiques, mais là, je te coupe juste, toute la population se faire tester pour le cancer, en fait. Alors, hein, c'est ça que je pose la question, parce qu'il y a sur toutes Internet, les autres... tu peux choisir MyHeritage, tu peux choisir le côté ethnique de ton origine. Bah oui, mais ça, c'est 23andMe, donc savoir si tu as des cousins, d'où tu viens. Mais sauf que quand tu choisis le côté santé, ils vont te dire ta génétique de cancer, de maladies neurodégénératives, de toute la génétique. C'est tout à fait fiable, ces trucs ? Non, justement, c'est là où je mets un peu en garde quand même, c'est que c'est pas fiable parce qu'ils ont des... Voilà. Mais donc, pour répondre à ta question, le frein majeur, c'est notre incapacité à interpréter encore une série de variations génétiques. Donc, on a encore une série, ce que j'appelle, on en a discuté, de résultats gris. C'est-à-dire que moi, ma patiente, soit j'ai trouvé une mutation génétique, c'est un résultat noir, entre guillemets, soit j'ai regardé tous les gènes qu'on connaît dans l'hérédité du cancer et on n'a pas trouvé de défect génétique, c'est un résultat blanc, soit j'ai un résultat gris. C'est-à-dire qu'on a vu quelque chose dans un gène qui peut être responsable d'une prédisposition au cancer, mais on ne sait pas très bien l'interpréter.
Oh, mais donc c'est ce qu'on appelle un résultat gris. Exactement. Et quel est le pourcentage de résultats gris? 10 à 15%. Oh là là, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est en train de diminuer. Mais donc, c'est des femmes qui arrivent et donc, c'est très anxiogène pour la patiente et c'est très anxiogène pour les médecins qui la suivent. Si la patiente est déjà dans une filière de cancer, etc., on peut gérer ce résultat gris, on peut la revoir 2 à 3 ans plus tard, on peut faire des recommandations prudentes, etc. Mais imagine une patiente qui n'a aucune histoire de cancer dans sa famille, aucune histoire de cancer personnel, qui fait ça à 25 ans comme ça sur Internet, et on va lui dire qu'il y a quelque chose de gris dans un gène de prédisposition au cancer du sein, par exemple. Eh bien, ça va induire chez la patiente une immense anxiété, un immense stress. En plus, le résultat, il est transmis, ça veut dire quoi? Gris, ça veut dire que j'ai le gène, le raccourci tout de suite, j'ai le gène du cancer du sein. Et donc, le gynéco ou le médecin généraliste qui n'a pas de formation en génétique, waouh, il voit, attention, warning, signale, c'est quoi un résultat gris? Il y a quelque chose, en tout cas, dans un gène de cancer du sein. Donc, parfois, on a eu des dérives où les femmes ont enlevé leur sein et leurs ovaires sur base d'un résultat gris, concernant par exemple le gène BRCA, et qui en fait s'est avéré être rien du tout, être en fait une variation, être en fait par exemple mangé, écrit avec un accent, écrit ER, mais le corps l'a tout à fait bien vu et la protéine est tout à fait formée. Et donc c'est vraiment important. Aujourd'hui on ne fait des tests génétiques que quand il y a un contexte suspect. Mais comment ça se fait que ça sort quand même gris? Comment ça se fait que ça sort quand même gris en fait ce résultat? Simplement, on voit qu'il y a quelque variation. Donc on a tous des milliards de variations, mais toutes ces variations sont pas mauvaises. C'est une variation. Et donc, on trouve une variation, et comme on a regardé les gènes de prédisposition du cancer, on trouve une variation dans un gène de prédisposition de cancer. Et cette variation, soit elle a une implication clinique, et donc c'est une mutation, et donc là, s'il y a une implication clinique, on met en place des choses, etc. Soit en fait, c'est une variation qui n'a aucune implication clinique. Mais on peut tout à fait vivre avec plein de défects génétiques, en fait. On n'est qu'un défect. C'est pour ça qu'il n'y a pas de génome de référence. Oui, c'est ça, de génome parfait. On a tous des milliers et des milliards de variations génétiques qui fait qu'on est tous différents, mais qui sont pas graves. Tu vois, c'est un A qui change. Enfin voilà, c'est genre une inversion de lettres, une faute d'orthographe. Si on reprend l'exemple du livre, c'est pas grave. On sait tout à fait lire le livre et le livre reste tout aussi chouette. Mais quelle est ta vision sur le fait de tester toute la population alors? Aujourd'hui, c'est trop tôt. Beaucoup trop tôt. Pour justement le problème de ces résultats gris et surtout de l'éducation tant des gens qui le font, enfin de nous, et de l'éducation des médecins qui vont recevoir ce genre de tests. Oui, et puis après, ça va être la deuxième partie du podcast, c'est toute la notion subjective et abstraite du risque. Ça, on va en parler. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot par rapport aux conditions pour avoir droit à cette prise de sang, parce qu'on entend plein de choses, mais on va être un petit peu courte là-dessus, mais on entend des médecins qui refusent. Moi, ma prise de sang a été refusée d'entrée de jeu quand j'étais voir une généticienne, oncogénéticienne avant toi, et elle avait fait tout un tableau. Il y a plein de cancers dans la famille. Non, c'est pas génétique, donc je n'ai pas eu droit à la prise de sang. Oui. Donc, on entend ça en France. Non, je n'ai pas droit à la prise de sang. Ou des gens qui vont dans des instituts privés pour avoir leur prise de sang. Ou des gens qui attendent 6 mois pour avoir le résultat. Donc, je comprends pas très bien ce qui se passe autour de... Je trouve qu'il y a un micmac là-dedans. C'est vrai. Il y a déjà un micmac entre la France et la Belgique. Alors, les critères sont les mêmes entre la France et la Belgique. C'est-à-dire que oui, il y a des critères pour penser à quelque chose de génétique. Et je te rejoins. Moi, j'ai des femmes qui viennent un peu d'elles-mêmes, par exemple. Souvent, elles ont quand même une histoire de cancer, soit personnelle, soit familiale. Et puis on fait, comme tu viens de le dire, un arbre généalogique, on dézoome leur histoire. Tu sais, typiquement, j'ai plein de cancers dans ma famille. Puis si tu prends le temps de faire un arbre généalogique, en fait, c'est une grand-mère maternelle, une tante paternelle, une cousine un peu lointaine. Et donc, finalement, elle a 7 frères et sœurs, sa mère, ils sont 4, son père, ils sont 8. Et donc, finalement, elle a une immense famille. Et en fait, si tu regardes à l'échelle de la population, très peu d'histoires de cancer. Et parfois, les âges, si tu demandes les âges de cancer, c'est 85, 82. Si tu demandes le type de cancer du poumon, oui, mais mon grand-père a travaillé dans les mines et il a fumé comme un pompier toute sa vie. Donc en fait, finalement, quand tu dézoomes un peu, tu permets d'abord d'être très objectif dans l'histoire qu'on te raconte et puis d'expliquer. Je te rejoins tout à fait. Beaucoup de patientes qui viennent, à qui on dit il n'y a pas de raison de faire un test génétique, elles sont très déçues. Alors beaucoup me disent, je veux. Non, mais je veux. Non, mais docteur, en fait, je viens pour ça. Je veux faire un test génétique. Et ça me prend beaucoup plus de temps, moi, d'expliquer pourquoi je ne le fais pas, que de prescrire, en fait. Oui, mais si vraiment la femme veut absolument, parce que ça la rassure. Oui, alors, il y a le côté psychologique. C'est sûr que c'est des consultations compliquées, parce que, voilà, j'ai des patientes qui ne lâchent pas.
qui ne lâche pas l'idée et elle t'explique. Je sais, docteur, que c'est irrationnel, mais moi, si on ne le fait pas... Alors, c'est très intéressant, c'est des fausses réassurances. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de critères, si moi je propose... Enfin, je dis moi, mais si on ne propose pas le test génétique, c'est parce qu'il n'y a pas de raison d'y penser. C'est parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc, en fait, c'est une dame qui va faire une prise de sang, qui va attendre 3 mois, avec toute l'anxiété que ça génère. Parce que, mine de rien, quand on fait le test génétique, il y a quand même, quelque part, une partie de toi qui dit peut-être qu'en fait, je vais avoir quelque chose de génétique. Donc, tous ces 3 mois qui sont pagés, cette attente dans la salle d'attente le jour du résultat, parce que ça, je le vois très fort. Si j'ai un peu de retard, ça commence à monter. Ça fait pas mis 3 mois, c'est pas si long, quand même. C'est 3 mois, c'est pas moins. Ah, j'avais l'impression que ça avait été plus vite. Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est, et puis après, finalement, on arrive et on dit, non, il n'y a rien de génétique. Et on revient à la case départ. Tu vois ? Donc, en fait, finalement, la patiente reste avec son histoire familiale. Elle reste avec son idée que sa mère, son grand-père, etc. Donc, tout reste le même. Et voilà. Donc, on a vraiment tout perdu. Mais ce que je trouve pertinent, c'est, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme quand tu fais une échographie du foie. Tu vois ? C'est comme si tu vas chez ton généraliste et tu dis, docteur, je veux faire une échographie du foie. Mais, vous avez quelque chose? Des selles glaireuses? Des crampes abdominales? Est-ce que vous êtes toute jaune? Ah non, mais je veux faire une échographie du foie. Non, mais alors, tu vois, ton médecin, avant de te prescrire un examen, il te pose des questions, il te fait une anamnèse, et c'est lui qui va décider si tu as besoin d'une écho du foie ou pas. Oui. Alors, je veux bien que le médecin n'est pas tout puissant, on n'est pas c'est pas cette idée-là. Mais quand même, je veux dire, si tu vas en génétique et qu'on t'explique que tu n'en as pas besoin, ok, c'est un peu frustrant, mais c'est de la même manière que si tu vas, voilà, tu vas parce que tu as, comme je disais, tu as mal au ventre ou tu tousses. Si ton médecin dit que tu dois pas avoir de radio de thorax, bon après tu peux pousser un peu, dire j'ai quand même envie pour être sûr que j'ai pas une pneumonie. Ok, mais s'il ne la prescrit pas, a priori c'est qu'il n'a pas d'argument pour penser que tu as une pneumonie. A priori, il fait plus ou moins correctement son métier. Oui. Donc c'est là où le test génétique reste quand même un test prescrit. C'est un test médical, c'est un test prescrit pour une raison. Il y a beaucoup de femmes qui veulent quand même se faire tester. Oui. Hein. Alors, on va maintenant déboucher sur cette deuxième partie de podcast où on va parler de la notion de risque, qui est quand même très subjective. C'est presque un débat. C'est pas un débat médical ici. C'est très abstrait. C'est pas rationnel. Voilà. Comment est-ce que tu abordes la question parce qu'on parle beaucoup de chiffres en fait. C'est beaucoup de pourcentage. C'est beaucoup de risques de rechute. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces chiffres? Parce que quand une femme entend, après cette consultation que tu vas nous expliquer, donc c'est pas le test génétique, mais toute une analyse de tous les risques de rechute. Quand une femme entend, par exemple, qu'elle a 25% de risque de refaire un cancer à l'autre sein, un autre cancer, donc pas 25%, est-ce que c'est beaucoup pour elle? Est-ce qu'elle va entendre 75%? Alors tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais je pense que la notion de risque, moi, c'est une notion qui me passionne. Je pense que les patients concernés par le cancer, doivent faire face à cette notion de risque. Tout le monde. Mais exactement. Mais je pense aussi que les patients face à des maladies chroniques, face à l'incertitude, je pense que la notion de risque, c'est aussi pour l'économiste qui place l'argent. Tu vois, c'est la notion de risque, c'est intéressant. Et alors, si on parle, précisément de ce que moi je connais et de mon quotidien, je trouve que quand je me mets à la place du patient, c'est compliqué pour lui. On le met dans énormément de questionnements et de chiffres. Et donc, pour la genèse d'un patient face au cancer, c'est en effet la gestion du risque de récidive. On utilise beaucoup des programmes pour mettre des chiffres et pour expliquer ça aux gens. Donc, on explique, si vous faites de la chimio, vous diminuez votre risque de récidive de 15%. Si vous ne faites pas la chimio, si vous faites en plus l'hormono, si on parle du cancer du sein, vous ajoutez encore moins 3% de risque de récidive. Mais tout ça, c'est terriblement abstrait, en fait. Mais parce qu'en fait, c'est d'abord une histoire d'émotion avant d'être des chiffres et des faits et des protocoles. Donc exactement. Et moi, je dis toujours, perturbant. Quand on rechute ou quand on récidive à 100%. Soit on ne rechute pas 0, soit on rechute, mais alors c'est tout qui rechute. C'est 100% de rechute. C'est pas, on rechute pas à 26%. On rechute complètement. Donc c'est compliqué. Et alors, dans la prévention, si on revient à l'idée de toutes ces consultations de génétique, et donc l'idée c'est de faire de la prévention, dans la genèse d'une patiente, c'est, on va réduire. Vous avez un risque de 70 à 80% d'un jour faire un cancer du sein dans votre vie. Si je suis face à une patiente optimiste, elle va entendre 20 à 30% de chance de ne jamais faire de cancer du sein dans ma vie. Si je suis face à une patiente qui a une histoire familiale lourde, terrible, avec plein de morts de cancer du sein autour d'elle, sa mère, sa sœur, sa cousine, pour elle, c'est intolérable d'entendre un risque aussi élevé. Et donc,
c'est vraiment très personnel, la notion de risque. Et alors, ce qui va être très personnel, c'est aussi la manière dont on le gère et ce qu'on va mettre en place par rapport à ça. Et donc, en effet, ça rejoint ce que tu dis, c'est très émotionnel. Et puis, le problème, c'est dans le choix. Donc, tout ce qui est technique de prévention. Par exemple, dans la chirurgie, en médecine, le risque zéro n'existe pas. Donc, même si tu enlèves tes 2 seins, tu n'as pas 0% de risque de ne jamais faire de cancer du sein. Non, il y a un risque qu'on appelle un risque résiduel, estimé entre 1 à 4% selon les études, parfois jusqu'à 7%. Parce qu'il reste toujours quelques petites glandes mammaires, etc. Oui. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est très particulier, ces chiffres. Tu les aimes pas, toi, ces chiffres? Alors, je ne les aime pas, mais je les utilise de plus en plus parce que maintenant, on fait des consultations d'évaluation de risque. Oui, c'est ça. C'est la fameuse surtout par consultation. rapport au cancer du sein, puisqu'on a beaucoup de critères pour évaluer le risque. Et alors, on est dans des risques, en effet. On dit à une patiente, voilà, vous avez 25% de risque sur toute votre vie d'un jour faire un cancer du sein. Et un deuxième cancer, hein, c'est ou ça. un premier. Ah oui. Il y a des femmes qui viennent sans histoire de cancer personnel, mais avec des histoires de cancer dans la famille. Alors, donc, elles ne sont pas porteuses d'un défect. Attends, j'essaie de le dire complètement, pas, parce qu'on peut pas dire porteuses du BRCA1, mais donc la prise de sang génétique, le résultat est blanc, mais il y a beaucoup de cancers dans la famille. Oui. Donc, elles viennent faire une évaluation oui, donc du ça, risque. c'est la suite. Quand on remet un résultat blanc, après, on peut faire une évaluation de risque d'emblée. Il y a aussi des femmes qui viennent à qui on dit on ne fait pas d'analyse génétique parce que c'est pas nécessaire, mais on peut embrayer sur une analyse quand même de risque. Mais oui, mais donc et qu'est-ce qu'elle va faire avec un 25%? Alors bon, 25%. C'est beaucoup 25%. Oui, c'est quand même hein. beaucoup. S'il n'y a pas d'histoire familiale et qu'on ne propose pas de test génétique, souvent on est dans du 17%, mais bon, c'est 12% dans la population générale. Toute femme dans la rue a un risque de 12% d'un jour faire un cancer du sein. Et toi, tu as 17. Bon, ok, est-ce que c'est vraiment un premier cancer du sein? Mais quand on en a déjà eu un, on est dans une autre dimension quand même. Ça, c'est autre chose. Mais alors, tu as des chiffres, on donne les chiffres sur toute la vie et puis on donne le chiffre de risque à 10 ans. Donc, c'est particulier cette notion de risque. Et je pense que le médecin donne beaucoup de chiffres, mais c'est la patiente qui les traite, ces chiffres. C'est comme avec son ordinateur de bord, avec son émotion, avec son système, avec son, comment on appelle, son software, avec son... Oui. C'est vraiment... Nous, on donne énormément de chiffres et puis alors, elle les intègre, elle les traite avec son passé, son expérience, son vécu, son état d'esprit. Mais c'est vrai que parfois, les femmes ressortent et disent... elles aimeraient bien que le médecin choisisse. Et comme on est dans de la prévention, nous, on explique, mais on ne choisit pas. Par contre, si on est dans le traitement du cancer, là, je vais, entre guillemets, pas choisir pour toi, mais je vais te dire ce que je pense. Mais il y a quand même, il y a des divergences d'opinion aussi. Il y a quand même des sénologues qui sont hyper conservatrices, d'autres qui le sont moins, des oncologues hyper conservateurs, d'autres gynécologues, idem. Oui. Donc, on peut demander, avec un chiffre, par exemple, de 25%, il y a la moitié des médecins qui vont dire enlève, l'autre moitié des médecins, tu peux enlever, c'est justifié, l'autre moitié, c'est de l'humain. On est deux softwares l'un en face de l'autre, tu vois. Et le software de ta sénologue, c'est son vécu. C'est son vécu. Elle a peut-être eu une patiente auquel elle était particulièrement attachée, à qui elle a été rassurante, et 6 mois après, elle est revenue avec un cancer, ça l'a complètement traumatisée. Enfin, tu vois, on a tous notre vécu. Et c'est pour ça que les chiffres sont, moi je les aime pas, mais c'est pas si mal parce que parfois ça permet de mettre une barrière entre 2 softwares émotionnels, tu vois. Donc, l'interprétation du chiffre reste quand même ton interprétation. Et donc, le rôle peut-être du médecin, c'est de dire, voilà, il y a un risque élevé ou un risque de 20%. Et s'il veut y mettre de l'émotionnel, il peut, évidemment. Il peut dire, c'est beaucoup, il faut enlever le sein, mais il peut aussi simplement te donner le chiffre et à toi à l'interpréter, à en faire ce que tu veux. Comment tu fais? Enfin, tous les patients sont différents, mais comment tu fais pour gérer ces divergences de perception? C'est finalement, tu remets le patient au centre et tu l'écoutes. Je pose des questions. Tu poses plein de questions, évidemment. Alors, pour revenir à l'exemple d'Angelina Jolie et pour revenir aux exemples de questions, il y a un temps aussi. L'exemple d'Angelina Jolie, évidemment, est particulièrement positif parce qu'elle l'a fait, par exemple, typiquement pour la mastectomie prophylactique bilatérale, donc la mastectomie qu'on fait en prévention. Elle avait 39-40 ans, elle avait déjà son couple, et pas n'importe lequel, hein. Ouais. Elle avait déjà un paquet d'enfants, 6-7 enfants, là, donc elle avait déjà allaité, elle a déjà vu son corps, elle avait déjà vécu une forme de féminité, de sexualité, de maternité, et donc évidemment, elle l'a fait dans un bon timing, entre guillemets. J'aime bien cette idée-là. Voilà, à 25 ans, c'est plus compliqué, mais moi j'ai des femmes de 25
25 ans, elles me disent je veux enlever mes 2 seins. Alors je pose un peu des questions. Tiens, est-ce que c'est une démarche que vous avez déjà réfléchi avant? Oui. Pour quelles raisons? Et alors elle t'explique parce que tac, parce que je ne pourrais pas jamais vivre avec ça. Je me connais, je suis hyper anxieuse. Je vais jamais supporter d'attendre les résultats de mes examens, mammographie, résonance. Finalement, en posant des questions, tu comprends leur choix. Et d'autres qui vont dire, ah non mais moi docteur, voilà, moi le cancer du sein c'est très abstrait, j'ai 25 ans, est-ce que je peux pas faire ça plus tard? Et il y en a aussi qui te parlent de leur mari, tiens mais on en a déjà beaucoup discuté avec mon compagnon, c'est comme ça, lui il préfère qu'on soit tranquille et que j'enlève mes seins, et il me tient, ou bien à l'inverse, on va garder, mais on va faire très attention. Enfin, et puis parfois elles n'ont pas réfléchi parce que ça leur tombe dessus, et alors tu poses des questions et tu sens que elles vont y réfléchir et elles vont faire leur chemin et ça va arriver. Il faut mais que ça t'as parlé de la notion du temps. Il faut du temps. Hein. Il faut du temps. C'est de la prévention. Il n'y a pas d'urgence dans de la prévention. Vraiment. Il n'y a pas d'urgence. Quand on parle de génétique et cancer, bon, il y a le traitement, ça on en a parlé, ça c'est l'oncologue qui gère. Je suis très contente que tu le dises parce que j'ai quand même déjà entendu un chirurgien qui a dit il faut vite enlever parce que elle peut développer un cancer du sein. Et ça j'ai trouvé très ouais. Il y a un temps et c'est un temps hyper important. C'est vraiment un temps hyper important. Et le deuil de l'organe, si on va vers ça, à faire avec un psychologue, c'est essentiel. Et aujourd'hui, nous, je demande toujours avant, hein, mais je demande de le faire d'office, de voir ça fait partie. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Donc la psychologue, ça fait vraiment partie du. On a décidé, mais ça, en France ils le font déjà beaucoup, hein, et chez nous aussi, mais on a systématisé maintenant enlever un organe de manière préventive. Ça passe par un schéma. Mais ça c'est peut-être abordé que c'est bien organisé, parce que je sais pas si c'est toujours. C'est nouveau. Oui, on est en train de le mettre en place. Oui, c'est fantastique. Alors, quand même, une question. Dans le groupe de soutien, il y a eu quand même pas mal de messages de femmes qui vivaient dans une peur permanente. Donc, elles avaient eu un premier cancer du sein, vivaient dans une peur permanente, rêvaient d'enlever l'autre sein, et c'était refusé. Alors ça, aujourd'hui, moi, c'est pas que je ne le comprends pas, mais c'est que aujourd'hui, ça passe, voilà, pour revenir à Bordeaux, on est en train justement de mettre en place une équipe, donc une concertation multidisciplinaire pour valider ce genre de demande. Et ça se fait par d'abord un calcul de risque, le risque exact de cancer du sein contralatéral. Ça permet aussi à la patiente de mettre un chiffre, parce que parfois, elle imagine, mais tu es bien placé pour le savoir, quand on a eu un premier cancer du sein, ça te tombe tellement dessus, tu t'y étais tellement pas attendu, tu étais bien, en bonne santé, ça te tombe dessus, que évidemment le risque que ça t'arrive une deuxième fois est très irrationnel. Quand on fait un calcul de risque et qu'on te dit en fait le risque de cancer dans l'autre sein, il est de 13%, ça permet de peut-être dire ah oui, moi je l'imaginais hyper élevé, et en fait non, ou l'inverse, voilà. Donc le calcul de risque est intéressant. Donc dans ce cas-là, mettre un chiffre, ça permet juste de donner à la patiente quelque chose de rationnel, voilà. Oui. Et puis après la psychologue, et puis après le chirurgien plasticien pour voir quel type de reconstruction, quelle est l'aventure. C'est une aventure, la reconstruction, donc qui n'est pas anodine, c'est pas de l'esthétique. Donc l'esthétique, c'est on va chez un esthéticien pour que ce soit mieux, donc on refuse la complication et on refuse que ce soit bien. Dans de la reconstruction, il y a beaucoup plus de complications, ce sera peut-être pas aussi joli qu'avant, c'est différent. Donc il y a souvent plusieurs temps opératoires, on n'est pas dans de l'esthétique. Donc il faut que la patiente comprenne bien, ça c'est pas anodin. Enfin, je dis qu'elle comprenne bien, je veux dire on lui explique bien. Et puis mais pour moi, une femme de 40 ans qui a déjà eu un cancer du sein, ça a été très dur, voilà, je suis qui pour dire mais non, on va pas vous enlever l'autre sein, on va plutôt le surveiller. Non, ça doit être terrible. Chaque fois qu'elle fait sa mammo, ça doit être difficile. Non, si c'est sa demande et qu'elle est bien documentée et je veux dire, voilà, on prend juste le temps de valider et puis on le fait. Oui, je vois pas pourquoi ça devrait être refusé. Oui, mais ça m'avait un petit peu attristée parce que je sais qu'il y en a qui vivent dans des peurs permanentes, avec la peur au bide en permanence, et que c'est refusé. Je sais même pas s'il y a une histoire légale en fait dans cette histoire, parce que mon gynécologue a refusé, j'entends. J'ai lu ça plusieurs fois et ça me... Je me dis, mais est-ce que c'est tellement bon qu'elle continue à vivre dans cette peur permanente? Je pense que notre rôle à nous, c'est intéressant ta question, parce que nous ne sommes pas en droit de refuser l'accès à ça. Par contre, nous sommes en devoir d'informer. Oui. Et donc, si tu informes vraiment correctement et que tu prends le temps de bien... Vraiment, toutes ces démarches, tout, et que la patiente, après, elle peut prendre une décision en âme et conscience, tu vois, elle est éclairée, voilà.
une fois éclairée, elle continue sur son idée primaire, qui était peut-être une idée rapide d'enlever cet autre sein. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Oui. Ce n'est pas notre rôle de refuser. La situation en France est différente. Il y a une question de remboursement qui peut être parfois abordée par certaines patientes quand le médecin, mais je pense qu'aujourd'hui, si on fait un dossier validé en concertation multidisciplinaire, mastectomie prophylactique est remboursée. Oui, mais ça dépend un peu le contexte et puis il faut éviter les dérives d'une patiente de 18 ans sans histoire de cancer qui veut juste enlever ses 2 seins. Ça, il faut éviter, peu plus comme au Brésil, comme aux États-Unis. Mais ça doit être quand même rare. Ça, je pense qu'il faut. De l'autre côté de l'océan, ça existe, oui, je pense mais on n'en est pas encore là, nous, en Europe. Non. Oui. Mais je pense qu'on a un devoir d'informer pour que la patiente prenne une décision éclairée, mais je pense qu'on n'a pas le droit de refuser. Oui. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Alors, j'ai quand même encore une petite question par rapport à, cancer du sein génétique. C'est souvent une histoire de famille quand on a des filles et tout ça. Comment est-ce qu'une patiente, est-ce que tu peux nous prendre un exemple d'une patiente que tu connais ou une maman qui apprend qu'elle est porteuse, les filles, enfin une grand-mère, la fille, la petite fille. Tu parles beaucoup de filles, mais si on veut être... J'ai plus de difficultés avec le père qui apprend qu'il a transmis lui à sa fille. C'est très difficile pour un homme. Mais tu as raison que la majorité des femmes, la première chose qu'elles pensent, c'est leurs enfants. D'ailleurs, elles viennent souvent en disant « Mais je ne le fais pas pour moi, docteur, je le fais pour mes enfants. » Oui, mais au départ, moi, l'implication, elle va d'abord être pour la personne que j'ai en face de moi. C'est sur base de cette personne-là que je fais un test génétique et c'est sur base, c'est après à elle que je vais remettre les résultats. Alors évidemment, quand on parle d'hérédité, on l'a dit au tout début, on parle de transmission, donc on l'a reçu. C'est très compliqué. On a reçu ce défect génétique de la génération d'au-dessus et on va le transmettre à la génération d'en dessous. Donc, en termes d'accompagnement psychologique, c'est une toute autre approche. On n'est pas dans une psychothérapie. On est dans cette culpabilité, dans cette colère d'avoir reçu, cette culpabilité d'éventuellement transmettre. Et alors, ce qui est très particulier, c'est les fratries. C'est-à-dire que... quand il y en a un qui l'a et l'autre pas. Voilà, ça c'est très particulier. Et alors, on a des choses où l'aînée n'est pas porteuse, mais c'est elle qui aurait dû le porter, ou justement, le garçon n'est pas porteur, mais toutes ses sœurs, oui. Alors, il râle, enfin, il comprend pas pourquoi c'est des vraies histoires de famille. Je devrais, moi, le porter et pas mes sœurs. Des vraies histoires de famille. On touche, je disais, des dynamiques familiales très particulières. Et donc, il y a des accompagnements. Et puis, c'est aussi, ça, c'est une grande différence avec la France. C'est qu'en Belgique, il n'y a pas de cadre légal pour que une patiente informe sa famille. Grande différence avec la France pour les Français qui nous écoutent, où il y a un cadre légal, où il y a une obligation légale d'informer ses proches de la présence d'une mutation. Et ça peut se faire aider par le médecin, ça peut se faire de manière anonyme parfois, ça peut se faire avec des recommandés. Ça, c'est en France. En Belgique, nous n'avons pas de cadre légal. Donc, si j'informe une dame, une patiente, qu'elle est porteuse, ou un homme qu'il est porteur d'un défect génétique, je parle de citoyenneté, de famille, pour lui dire, il faut que vous préveniez vos proches. Alors là, on rentre dans des schémas familiaux particuliers, des gens qui refusent. Non, mais moi, il n'y a pas question. Ma sœur, ça fait 20 ans que je lui parle plus, je m'en fous. Et là, on doit un petit peu naviguer avec tout. Naviguer. C'est pas non-assistance à personne en danger, parce que c'est pas ça, mais c'est quand même, je dis parfois, mais si vous apprenez que votre nièce, dans 10 ans, a un cancer du sein, vous aurez peut-être pu... Alors, on va refaire, tu veux pas non plus les culpabiliser, mais le manque de cadre légal en Belgique nous pose un souci. Mais ça va probablement. Probablement. Oui. Mais par contre, du coup, on parlait de famille, mais donc c'est aussi un peu le porteur de mauvaises nouvelles, oiseau de mauvais augure. Et selon les cultures aussi, ça peut changer. Tu sais, moi j'ai des familles, des grandes familles, par exemple d'origine maghrébine, grandes familles, et puis tout d'un coup on trouve quelque chose de génétique, alors que il y a une immense famille et très peu d'histoires de cancer. Alors très peu d'histoires de cancer parce que c'est comme ça, la génétique fait que finalement ça a épargné plusieurs, ou bien parce que c'est pas connu. Oui, okay. Des morts d'origine, on sait pas très bien, ou simplement toute une famille qui est pas en Belgique, et donc on ne sait pas très bien ce qui se passe, et donc finalement, oiseau de mauvais augure. Non, je veux pas dire à ma famille qu'éventuellement le cancer peut être héréditaire et dans toute la famille. Donc c'est très intéressant la génétique. Et l'idée c'est que ça repose en Belgique donc sur le patient pour aller prévenir sa famille. Et donc moi je dis souvent, dites à votre famille qu'il faut qu'ils viennent en génétique, et moi je m'occupe du reste.
Ah oui, donc c'est toi qui fais. Mais tu dois donner la permission tu dois demander la permission de le dire. Non, mais donc si les patients viennent, c'est que voilà. Oui. Si les proches de la patiente viennent, ils viennent en consultation. Donc ils demandent une information. Mais parfois je dis à la patiente ne vous mouillez pas trop à donner justement des risques. Ah mais si on est porteur, on a 80% de risque. Non, voilà, pas trop d'émotionnel, pas trop de voilà. Envoyez votre famille en génétique et on en discutera. Mais c'est pas simple, et même dans un couple, c'est pas simple. Parce que, du coup, peut se sentir responsable d'avoir éventuellement transmis déjà aux enfants. Et alors, il y a le mari ou la femme qui, je suis désolée, c'est un peu... C'est difficile, oui. Alors, peut-être que j'ajouterais juste, donc, au niveau de ces jeunes patients, donc, quand il y a une prédisposition génétique, souvent, on fait des cancers plus tôt, plus jeunes dans sa vie, donc, parfois, chez des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Et donc, de la même manière que chez toutes les jeunes femmes, que ce soit génétique ou pas, on fait beaucoup de choses aujourd'hui pour préserver la fertilité. C'est hyper important. On peut avoir des enfants après avoir eu un cancer. Oui. On y est très vigilant et très attentif, surtout depuis quelques années. Et par rapport à la transmission, puisqu'on parle de génétique, il y a la question, est-ce qu'il y a des femmes qui disent « mais moi, je ne veux pas transmettre ça à mes enfants, donc je ne préfère pas faire d'enfants ». Alors, aujourd'hui, on a accès en Belgique au dépistage préimplantatoire, comme je disais. C'est-à-dire, c'est l'idée de choisir un embryon qui ne porte pas le défect génétique. Oui. Donc, en fait, ça s'arrête alors. Ça s'arrête, exactement. Mais donc, c'est quand même positif. Oui, c'est très positif et je pense que c'est rassurant pour une jeune fille d'entendre que c'est possible. Après, y avoir recours, c'est complexe. Le dépistage préimplantatoire, c'est complexe. Ça passe par une fécondation in vitro. Donc, c'est pas anodin. Donc, toutes les femmes porteuses, toutes les femmes qui ont une maladie génétique. Alors ça, c'est très important. Non, mais c'est quelle maladie, en fait? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est très important. Oui. Pour les assurances, par exemple, quand on est porteur d'un défect génétique sur un gène à prédisposition de cancer, on n'a pas une maladie génétique. On ne transmet pas, ça c'est très important dans l'hérédité, j'aime bien ta question, elle est importante, je ne transmets pas le cancer à mon enfant. Je transmets un risque plus important qu'il soit confronté à cette maladie. Mais c'est très différent de la mucoviscidose ou de maladies comme neurodégénératives comme Huntington, où là je transmets la maladie. Enfin, je veux dire, c'est pas que je transmets la maladie, mais on va d'office être malade. Ici, on a juste un risque plus important d'être confronté au cancer. Ok, c'est pas juste, mais... Et donc, ça rejoint l'idée que, en fait, on a accès en Belgique au dépistage préimplantatoire pour les maladies dont on vient de parler, le risque de cancer dont on vient de parler. Et pourtant, ça ne répond pas aux règles bioéthiques. C'est-à-dire que on fait normalement du dépistage préimplantatoire pour des maladies précoces, incurables et mortelles. Et le cancer du sein, aujourd'hui, c'est pas une maladie précoce. Quand on dit précoce, c'est, qui apparaît à 2 ans, à 3 ans, à 6 ans. C'est pas une maladie mortelle, heureusement, parce que, on traite le cancer du sein. Et c'est pas une maladie incurable, parce qu'il y a plein de traitements. Une maladie comme la mucoviscidose, c'est incurable. Et c'est mortel et c'est précoce. La maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative, c'est incurable, précoce, et donc je vais pas rentrer dans les détails. Oui. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on reste attaché aux règles de bioéthique pour avoir accès à une sélection embryonnaire, on se rapproche, on parle d'eugénisme et de tout ça, c'est pour éviter un éventuel risque à ton éventuelle fille, parce que si tu es un garçon, c'est différent, pour quand elle aura 25-30 ans et qu'elle aurait un risque plus important d'être confrontée à un cancer du sein. Mais bon, je suis bien placée pour savoir que on ne peut pas tout gérer, que faire un enfant, c'est prendre un risque et que on peut pas tout gérer pour son enfant et que, bien sûr, on va peut-être le protéger de cette mutation BRCA ou d'un risque de cancer, mais il va peut-être avoir un diabète, important, il peut avoir mille et une choses. Mais pour terminer sur une touche positive, c'est possible, c'est accessible et ça, je pense qu'on l'accepte en Belgique pour les raisons. Non, donc pas de bioéthique, mais pour des raisons psychologiques. Des femmes qui diraient, moi je ne fais pas d'enfant si je risque de transmettre ce défect. J'ai été tellement marquée par ce défect dans ma famille. Si j'ai une possibilité de transmettre ce défect, je préfère ne pas faire d'enfant. Évidemment, dans ce cadre-là, on le propose, évidemment. Je pense qu'en France, pour souligner peut-être la différence, ils sont un petit peu plus, c'est un petit peu plus, pas complexe, mais ils sont un petit peu plus fermés, un peu plus fermés encore à cette idée-là. Mais ils le font aussi, Ah ok, parce que j'avais entendu, on pourra aller en Belgique pour faire un DPI. En Belgique, on est vraiment beaucoup plus ouvert, mais comme sur plusieurs sujets de ce... Quel vaste sujet, je pense qu'on aurait pu encore débattre encore 1 heure, voire plus. Comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast? Toujours la question piège. La question piège. Je dirais que savoir, c'est pouvoir agir, et que donc ça donne...
voilà, j'ai beaucoup de patientes qui me disent mais en fait moi je ne veux pas savoir, ou bien qui ont transmis l'information à leurs frères et sœurs, à leur famille, et la famille a répondu oui mais bon ça te concerne, nous on veut pas savoir, de toute façon on va être prudent. Je pense que c'est en 2022 un mauvais, si je peux permettre un jugement, un mauvais réflexe, dans le sens où aujourd'hui, voilà, savoir c'est pouvoir agir, qu'on a des outils intéressants et novateurs pour être efficaces, et que oui, pouvoir agir, c'est diminuer vraiment le risque de morbidité et de mortalité liée au cancer. Et donc, c'est la base en fait. Le dépistage, c'est la base. Tu sais, depuis 30 ans en oncologie, on a fait des progrès dans les médicaments, on guérit toujours pas le cancer. Par contre, si on peut éviter à la personne d'avoir le diagnostic du cancer, là, on est, tu sais, réel progrès. Là, il y a un réel progrès. Une fois qu'il est là, bon voilà, mais c'est l'idée qu'il n'apparaisse pas. Et c'est là où, voilà, je pense que on rentre dans une ère intéressante de dépistage personnalisé. On essaye de sortir du dépistage de masse où on fait la même chose pour tout le monde, et on rentre dans une ère de dépistage personnalisé, basé sur ton histoire personnelle, ton histoire familiale et ton génome et ta carte génétique. Donc oui, je pense que voilà, savoir c'est pouvoir agir et améliorer la qualité de vie. Merci Daphné. Plaisir Delphine. Réel bonheur. On dit jamais 203. Hein, donc il y aura peut-être un troisième podcast. Je crois que là j'ai un troisième podcast. Utilisé Merci de tout cœur. Mes casquettes. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.